Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le Premier ministre Patrick Achi vient de réceptionner le rapport des consultations nationales de la jeunesse. C'est un document d'orientation, de propositions et d'action au profit des jeunes de Côte d'Ivoire. Il a été présenté par le ministre Touré Mamadou aujourd'hui. Le PGGouv, programme gouvernemental pour la jeunesse, est instauré. Les perturbations enregistrées dans la fourniture d'électricité après l'incident survenu au poste de Vridi vont prendre fin. Les travaux en cours pour pallier la situation sont quasiment bouclés. Les équipes s'activent pour la réparation des équipements endommagés à l'explosion du transformateur. Au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, la rédaction de RTI1 vous propose un corps de métier dans lequel on retrouve de plus en plus de femmes, c'est la diplomatie. Le dossier politique de ce 20h fait une lucarne sur les femmes dans la diplomatie. Nous vous proposerons une série de portraits de diplomates ivoiriennes et celles accréditées en Côte d'Ivoire. Soyez les bienvenus sur RTI1 de la parole à l'acte. Le gouvernement traduit par des actions concrètes la volonté du chef de l'État de faire de 2023 l'année de la jeunesse. Le Premier ministre Patrick Achi vient justement de réceptionner le rapport des consultations nationales de la jeunesse. C'est un document d'orientation, de propositions et d'action au profit des jeunes de Côte d'Ivoire. Il a été présenté par le ministre Touré Mamadou aujourd'hui même. Franck Quadio. Auditorium de la primature, le Premier ministre Patrick Achi reçoit des menus ministres de la promotion de la jeunesse en compagnie du président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Le document final des consultations nationales de la jeunesse tenu du 30 janvier au 2 février dernier, des assises qui ont mobilisé les réflexions de 307 organisations de jeunesse et fêtières de la société civile. Bâtir une Côte d'Ivoire plus solidaire avec des jeunes Ivoiriennes et Ivoiriens qui font de plus en plus la fierté de l'Afrique. Construire à vos côtés un pays plus envié pour son développement harmonieux et qui attire beaucoup plus d'investisseurs. Je pense que cela est possible, mais tout dépend de nous et de nous tous. Excellence, soyez-en rassurés, la jeunesse jouera sa part. Des consultations nationales qui sont une réponse à la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de dédier l'année 2023 à la jeunesse. Les parties prenantes, organisations et une dizaine de membres du gouvernement ont travaillé sur les axes identifiés par le chef de l'État qui sont engagement citoyen, davantage de formation et insertion professionnelle des jeunes, le bien-être et les réformes pour la promotion de l'emploi des jeunes. Les conclusions des jeunes, c'est d'abord la formation et l'insertion professionnelle, avoir un emploi. Donc ça reste donc la priorité des priorités. Et bien évidemment, l'engagement civique et citoyen des jeunes a été au cœur des discussions. Dans le domaine du sport, accroître les infrastructures sportives pour leur permettre donc d'exercer le sport s'ils le veulent, investir dans le domaine de la culture pour des jeunes qui veulent dans ce secteur entreprendre, se valoriser, validation des acquis donc d'expérience professionnelle pour des jeunes qui s'adonnent à des actions de volontariat et de bénévolat. Ils souhaiteraient que les années passées au niveau donc des associations communautaires soient prises en compte. Faites l'exonération donc fiscale pour des jeunes entrepreneurs qui viennent de commencer, la facilitation de l'accès donc à des financements et le plus important c'est ce document qui va ressortir des actions très précises, budgétisées qui seront menées cette année. Au nom du président de la République, le Premier ministre Patrick Achi est satisfait du travail abattu. L'initiative voulue par le chef de l'État Alassane Ouattara était à propos impliquer la jeunesse dans la réalisation de son propre dessein. On s'est bien rendu compte que oui, c'est vrai, on a des problèmes de jeunesse. Ils sont financés par les bailleurs de fonds. Il y a des stratégies qui sont rédigées, mais que la réalité de ce que ces jeunes-là vivent comportait des éléments qui peut-être ici et là, s'ils n'avaient pas été pris en compte, n'auraient pas donné à cette année de la jeunesse la même saveur que le chef d'État attendait de cette année-là. Aujourd'hui, nous avons non seulement les programmes que nous avions élaborés nous-mêmes avec nos partenaires, mais nous avons ces programmes-là enrichis de ce que tous les jeunes de Côte d'Ivoire, de toute région, de tout parti politique, de tout niveau, de toute origine, souhaitent.
Bonne nouvelle annoncée de plus par le chef du gouvernement, la déclinaison des résolutions en un plan élargi au sein du programme gouvernemental de la jeunesse PJGouv 1, doté d'une enveloppe de 260 milliards de francs CFA. Plus jamais la Côte d'Ivoire ni ne s'arrête, ni ne revienne en arrière. Et ça, les seuls sur lesquels vous pouvez compter, c'est la génération future, c'est vous. Si on ne vous prépare pas, à ça, on n'aura fait que la moitié du travail, on aura manqué à notre mission. Nous avons, sur la base de cela et sur l'inspiration des points que vous avez évoqués, conçu et obtenu des bailleurs de fonds, des financements, aujourd'hui à hauteur de 260 milliards de francs CFA, pour le démarrage de la mise en œuvre du PJGouv 1, dont je n'ai aucun doute que vous serez satisfait. Le document acté sera soumis à la validation finale du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. Notons-le, une dizaine de ministères liés à la thématique jeune sera chargée de la réalisation durant l'année de ces résolutions et les jeunes disent en attendre beaucoup. Et les femmes ne sont pas du tout oubliées. Elles étaient justement à l'honneur à l'ONU ce 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. L'Organisation des Nations Unies a réuni tous les ministres chargés des questions du genre et les organisations de la société civile pour marquer cette journée axée sur le digital. La Côte d'Ivoire y était représentée, Mamadou Kouassi, depuis les États-Unis. Pour la première fois en 40 ans, l'ONU célèbre la Journée internationale de la femme à son siège, en présence de l'ensemble des ministres en charge du genre des pays membres, ainsi que des ONG de défense des droits des femmes. Une célébration axée sur l'impact de l'écart numérique entre les sexes. D'où le thème « L'innovation et des technologies pour l'égalité des sexes, pour un monde digital inclusif ». Il importe, selon les différents intervenants, de protéger davantage les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de lutter contre les violences sexistes en ligne. Conduisant la délégation ivoirienne à cette célébration, la ministre Nassénéba Touré a souhaité l'accès au numérique à toutes les femmes. Tribune choisie par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour présenter les actions du gouvernement ivoirien en faveur des femmes et des filles en termes de digital et d'innovation. Le déploiement de la stratégie nationale de développement du numérique 2021-2025, chiffré à 3,2 milliards de dollars et visant à faire de la Côte d'Ivoire un hub de l'innovation technologique en Afrique. Dans la logique de cette ambition, 7000 km de fibres optiques permettant de bâtir 3000 cybercentres en faveur des communautés, tant urbaines que rurales. Cela permettra par conséquent d'atteindre 46% d'utilisatrices d'Internet dans la population féminine. Ces différentes initiatives s'accompagnent d'une politique de capacitation et de développement de compétences. À ce sujet, avec le soutien des Nations Unies, le projet Droit à l'éducation inclusive a réduit le taux d'analphabétisme de 51% à 40% chez les femmes, pendant que l'insertion professionnelle de la jeune fille dans les métiers du numérique est améliorée à travers les maisons digitales réparties sur l'ensemble du pays. La Côte d'Ivoire considère l'innovation technologique comme un levier de sa politique de transformation économique et sociale durable. Après le siège des Nations Unies, la délégation ivoirienne s'est retrouvée à la mission permanente de la Côte d'Ivoire à l'ONU pour commémorer à son tour l'événement. Au nom du président de la République Alassane Ouattara, la chef de délégation a salué les efforts des femmes dans la réalisation de la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Au lendemain de cette journée internationale des droits des femmes, la rédaction de RTI 1 vous propose de découvrir un corps de métier dans lequel on retrouve de plus en plus de femmes. Il s'agit de la diplomatie. Le dossier politique de ce 20h fait donc une lucarne sur les femmes diplomates ivoiriennes exerçant en Côte d'Ivoire comme à l'étranger, sans oublier bien sûr les ambassadrices accréditées dans notre pays. Mais quel est leur parcours? À quoi consiste au juste leur travail? Quels sont leurs défis? Notre reporter Sidonie Davila et son équipe nous proposent une série de portraits de femmes dans la diplomatie. Suivez ensemble.
Le visage de la diplomatie ivoirienne, la ministre d'État Kandia Camara l'incarne depuis avril 2021. Nommée ministre d'État, ministre des Affaires étrangères par le président de la République, elle est la première femme à diriger la diplomatie ivoirienne. Le président de la République a démontré que nous, les femmes, nous pouvons occuper des postes importants. Nous, les femmes aussi, nous avons démontré à la nation que quand on nous fait confiance, nous assumons notre rôle avec beaucoup de responsabilités. Donc, je voudrais encourager tous ceux qui ont la charge de confier des missions aux uns et aux autres, de faire comme le président Alassane Ouattara, de faire confiance aux femmes pour la mise en œuvre du plan national de développement 2021-2025. Donc, les femmes ont aussi un rôle important à jouer dans cette mission et c'est ce que nous comptons assumer avec beaucoup de responsabilités. Madeleine Chikaya, née le 28 avril 1930, est la première femme diplômée de l'ENA, École nationale d'administration de Côte d'Ivoire, option diplomatie. Sortie majeure de sa promotion, elle a fait depuis des émules. Les femmes diplomates aujourd'hui sont nombreuses. On les retrouve à tous les niveaux de l'administration, participant avec brio aux décisions qui engagent l'avenir de leur pays. Félicia Kwasi, prix d'excellence du meilleur diplomate, un exemple pour ses pairs. Je suis issue de l'École nationale d'administration, section diplomatie, cycle supérieur, à la promotion 2001-2003. J'ai été nommée ambassadeur en 2021, depuis 2003. Quand je rentrais aux affaires étrangères, je ne suis pas sûre qu'il y avait plus de 10 femmes diplomates. Et moi, dans ma promotion à l'ENA, on n'était que deux dames. Et j'ai vu que de plus en plus, il y a une évolution. Je crois que les femmes se sont beaucoup plus intéressées à la diplomatie parce que les promotions qui ont suivi, il y avait plus de femmes. En 2021, j'ai eu le prix d'excellence de la meilleure diplomate de Côte d'Ivoire. Ce qui était à mon avantage par rapport à ce prix-là, je pense que c'est mon passage à Tunis. J'étais chef de mission sans être ambassadeur parce que je suis allée là-bas comme premier conseiller. On a perdu malheureusement l'ambassadeur. Et donc j'étais obligée d'assurer les charges de l'ambassade pendant toutes ces 3 années-là. Et je suppose que c'est sur ça que j'ai été évaluée et puis j'ai obtenu ce prix-là grâce à la ministre d'État et au secrétaire général et à tous nos supérieurs hiérarchiques. À ce jour, plus d'une centaine de femmes diplomates aux côtés des hommes donnent à la diplomatie ivoirienne toutes ses lettres de noblesse, en poste en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur. Fanta Cissé, fonctionnaire internationale, est la présidente de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Diplomate accréditée en Côte d'Ivoire, elle montre un autre visage de l'engagement des femmes en diplomatie. En Côte d'Ivoire, on est une vingtaine de femmes diplomates qui représentons nos pays ou nos institutions. Donc il y a vraiment une grande avancée et une grande confiance aussi qui est donnée aux femmes. Et nous, aujourd'hui, en tant que femmes, nous essayons de faire en sorte que ce mérite, nous méritons en tout cas cette position et au niveau de nos droits, nous nous battons pour que ça puisse progresser, ça puisse être amélioré et que d'autres femmes aussi puissent en bénéficier. Le message que la CEDEAO dit à toutes les femmes, c'est de continuer le combat, de vraiment tenir bon, d'y croire. Diplomate de carrière, possédant une riche expérience en Afrique, Jessica Davis-Ba, la nouvelle ambassadrice des USA en Côte d'Ivoire, a présenté ses lettres de créance le 3 mars dernier. La nouvelle chef de mission diplomatique fait partie de la vingtaine de femmes accréditées en Côte d'Ivoire et pour qui le positionnement de la femme est un défi permanent. La journée internationale de la femme doit être tous les jours parce qu'avec les femmes, on a plus de paix, on a plus de prospérité, on a des opportunités pour les familles,
pour la communauté et pour les nations et pour le monde. Et je voudrais souligner le message des États-Unis vers la Côte d'Ivoire et les femmes et aussi les hommes, c'est que nous devons continuer à travailler ensemble pour élargir les opportunités, d'avoir des programmes, des initiatives, d'encourager les femmes. 8 mars, journée dédiée aux droits de la femme, aux affaires étrangères. Elle a été célébrée de façon particulière, avec un message tout aussi particulier. Elles ont décidé de prendre leur place, elles ont pris leur place, elles assument et elles continueront d'assumer. Elles pourront compter sur Kandia Camara pour être toujours à leur côté, aux côtés des sœurs, parce que nous serons là avec les hommes pour développer notre Côte d'Ivoire et la rendre émergente, comme cela a été promis par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. La ministre d'État, à l'occasion, a rappelé tout l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, pour l'épanouissement de la femme diplomate. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 136 femmes diplomates, dont 19 ambassadeurs et 4 chefs de mission diplomatiques. Voilà, les femmes dans la diplomatie, elles sont de plus en plus nombreuses, talentueuses, audacieuses. C'était le dossier politique signé pour vous, Sidonie Davila. Voilà, les femmes talentueuses, travailleuses, on les retrouve aussi au CESEC. Et justement, ce 8 mars a été marqué au CESEC. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Aka Awele, et son équipe ont rendu hommage à toutes ces femmes. Leur travail, leurs mérites ont été relevés. Par ailleurs, une conférence débat a été animé par Venance Conan, conseiller économique et social. Il s'est prononcé sur la place de la femme dans le digital. Marie-Chantal Akandan. La commémoration de la Journée internationale des droits des femmes permet de mettre en lumière les acquis et les perspectives de la lutte pour l'égalité des sexes. Les femmes du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEG, à travers leur porte-parole, ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès réalisés dans la poursuite des objectifs de cette journée. Nous sommes particulièrement reconnaissantes pour l'intérêt particulier que vous accordez à cette journée d'hommage aux femmes de notre institution. Et ensemble, nous pouvons créer un monde où toutes les femmes sont libres d'être qui elles veulent être. Un monde où elles ont accès à des opportunités insoupçonnées et où leur dignité et leurs droits sont protégés. Le président du CESEG, Dr Eugène Aka Awele, a profité de l'occasion pour rendre un hommage aux femmes de son équipe. L'homme, le vrai, attache un grand prix à la dignité de la femme, à l'expression de sa liberté, à la valorisation de ses droits, à son émancipation totale et réelle et à la prise de conscience par elle-même du rôle qu'elle est appelée à assumer pour sa propre vie, tout comme de la contribution qu'elle se doit d'apporter pour le bien-être de la société. La cérémonie de la Journée internationale des droits des femmes est marquée par une conférence-débat. Le conférencier Venance Conan, conseiller économique et social, a expliqué comment les avancées technologiques peuvent aider les femmes à s'inclure davantage dans la société et l'économie. La BRVM promeut aussi l'égalité du genre face à l'innovation et la technologie. À l'instar de plusieurs bourses dans le monde, ce 8 mars, la Bourse régionale des valeurs mobilières a célébré en partenariat avec ONU Femmes la Journée internationale des droits de la femme sous le concept du Ring the Bell for Gender Equality. Il faut réduire l'écart persistant entre les femmes et les hommes à tous les niveaux, notamment à la BRVM, nous rapporte Jean-Luc Bango. Ring the bell for the gender equality. Sonner la cloche pour l'égalité des sexes. C'est par ce concept que la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM marque depuis quelques années son engagement à promouvoir les genres pour le développement du secteur financier en général et du marché financier en particulier au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous faisons en sorte qu'une place plus importante soit accordée aux femmes
dans les instances de gouvernance et de gestion de la BRVM. Il y a eu du progrès, mais je dis qu'il y a encore de la place, il y a encore du chemin à parcourir pour arriver vraiment à l'égalité que nous souhaitons. Mais nous notons que les femmes contribuent de façon importante au développement du marché financier de façon générale et particulièrement au développement de la BRVM. Pour cette édition 2023, la BRVM a accueilli plusieurs femmes chefs d'entreprise, dirigeants de sociétés et d'institutions financières. Voici bientôt une décennie que les places boursières se sont engagées à sonner leur cloche à travers le monde pour la promotion de l'égalité du genre. Initiative soutenue en Côte d'Ivoire par ONU Femmes, l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes. La célébration de la Journée internationale de la femme, des droits des femmes, est une opportunité pour nous tous, pour le monde entier, d'évaluer les progrès, les défis, les opportunités manquées et celles à saisir. Les partenariats possibles dans le domaine de la promotion des droits des femmes. La direction de la BRVM a saisi l'opportunité de cette célébration pour rendre un hommage à toutes ces femmes qui contribuent à faire vivre le marché financier régional pour leur leadership, leurs actions et pour l'exemple qu'elles constituent pour les générations actuelles et futures. Et en marge de cette célébration dédiée aux droits des femmes, la Côte d'Ivoire ouvre une nouvelle page de la gestion de son état civil. Le ministre Vagondo Diomandé a lancé à Yamoussoukro le déploiement du logiciel de l'état civil ivoirien. CityWeb annonce la digitalisation des faits d'état civil dans les sous-préfectures, les mairies, les maternités du pays avec des données fiables pour une meilleure planification des projets de développement. Kader Sogodogo. Je voudrais vous remettre donc symboliquement ce qui. C'est fait. La digitalisation de l'état civil en Côte d'Ivoire est généralisée après une phase pilote enrichissante dans 21 localités. CityWeb, le logiciel conçu pour faciliter la déclaration des faits d'état civil, sera disponible dans les 687 centres du pays. Le projet piloté par l'Office national de l'état civil, ONECI, vient changer le quotidien des populations. La digitalisation va rapprocher l'état civil des populations et sécuriser les actes d'état civil. Monsieur le ministre, plus rien ne sera comme avant en matière d'état civil. L'identification des populations, la production des statistiques vitales, la planification des politiques sanitaires et sécuritaires, la gouvernance démocratique seront de plus en plus affinées avec la centralisation dans le registre national des personnes physiques, RNPP, de tous les faits et actes d'état civil. Déclaration des naissances depuis les maternités à l'aide d'un smartphone. Disponibilité de l'extrait d'acte de naissance dans l'heure. Fini les nombreux voyages pour allier les lieux de naissance pour l'obtention de son extrait d'acte de naissance. Vous l'aurez compris, le gouvernement ivoirien joue la carte de la fiabilité de son état civil. Nous ambitionnons de très vite hisser notre pays au rang des pays disposant d'un état civil fiable, et ce en soutien à l'économie nationale. L'état civil moderne est un élément clé dans la politique sociale du gouvernement et les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, consiste à permettre à chaque Ivoirien de bénéficier de la prospérité à travers des services administratifs de qualité, mais surtout à l'écoute de chacun. On prit part à cette cérémonie de lancement de la généralisation du déploiement du logiciel de l'état civil à Yamoussoukro des partenaires nationaux, dont le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et le ministère de la Justice. L'Union européenne, partenaire financier, n'est pas à omettre. Voilà, et dans l'actualité nationale également, notez que les opérations d'exhumation et d'identification des personnes décédées pendant la crise post-électorale lancée en 2013 se poursuivent. Après des années d'enquête, le gouvernement a instruit le ministère de la Solidarité de procéder à la restitution des corps aux familles. Les cérémonies de remise des corps exhumés se sont déroulées dans la région du Cavali et le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale a réitéré son appel au pardon, à la paix et à l'union. F. Bouy.
Tout le pleucourt du chef des cantons central. L'émotion est pesante. Au milieu des cris et des pleurs, Dame Simi Juliette, épouse Guidi, mère du chef des cantons, pourra reposer désormais sur la terre de ses ancêtres. Décédée en 2011 pendant la crise post-électorale, enterrée, elle a été exhumée en 2015 pour nécessité d'enquête. Aujourd'hui, son corps est remis à sa famille. Cette cérémonie initiée par le gouvernement et à la demande des populations se situe dans le cadre du processus de réparation et de reconstruction physique, morale et sociale des personnes impactées par la crise post-électorale. Sur un total de 112 victimes exhumées dans la région du Cavali, 47 identifiées sont remises aujourd'hui aux familles respectives. 6 à Guiglo, 12 à Bleulequin et 29 à Tout-le-Pleu. Nous vous disons Yako. Yako pour ce que l'Ouest a vécu. Yako pour ces années de souffrance à attendre, de pouvoir faire le deuil de vos chers disparus. Nous sommes ici aujourd'hui pour qu'ensemble nous tournions définitivement la page sombre de ce passé douloureux. Il nous reviendra de tirer les leçons de ce passé-là, dont personne n'est fier. Comment en sommes-nous arrivés là? Est-ce qu'on doit encore recommencer? C'est le plus important. On est obligé de laisser derrière nous ce passé pour regarder l'avenir. On est obligé de parler avec tous ceux contre qui on s'est battu, avec qui on s'est battu, pour aller à la paix. Tournons la page de ce qui s'est passé. La guerre est terminée. Les parents des victimes reconnaissant de la promesse du gouvernement tenu de restituer le corps se disent soulagés et pourront définitivement faire leur deuil. Quand je discute avec quelqu'un, avec mes frères, ils me disent que non, mon papa n'a pas de tombe, il est mort comme ça. Donc moi aussi ça me fait mal. Donc aujourd'hui le gouvernement envoie le corps de mon papa, donc ça me fait, je suis très content de ça. C'est pas parce que mon papa a décidé que je dis que je suis content, mais du fait que mon papa va avoir tombe maintenant là, c'est ça qui m'a plu beaucoup. Pour les accompagner dans ce processus, l'État remet la somme d'1 500 000 francs CFA par famille de victimes, 1 million comme indemnisation et 500 000 francs CFA pour les obsèques. Les frais de conservation, de transfert et de cercueil sont entièrement pris en charge par le gouvernement. Les familles ont jusqu'à fin mars pour réinhumer leurs disparus. Voilà, et la Côte d'Ivoire, engagée dans le processus de réconciliation et de la paix, vient d'acquérir un nouveau bateau de défense et de sécurité. C'est l'OPV 45. Il a été présenté aujourd'hui au chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, à la base navale annexe. Cette dotation de la Marine nationale est le 6e chapelet d'acquisition et le 2e patrouilleur de haute mer. Et cette nouvelle qui devrait réjouir les ménages, les perturbations enregistrées dans la fourniture d'électricité après l'incident survenu au poste de Vridi vont prendre fin. Les travaux en cours pour pallier la situation sont quasiment bouclés. Les équipes s'activent pour la réparation des équipements endommagés par l'explosion du transformateur. La suspension de certaines lignes de transport d'énergie sera bientôt un vieux souvenir, nous dit l'enseigne Bakayoko. C'est dans cette salle sous étroite surveillance que René Le Bateau, en charge de l'exploitation du transport d'énergie, coordonne les opérations de rétablissement du réseau électrique perturbé par l'explosion du transformateur survenu ici à Vridi. On a mobilisé 28 personnes qu'on a réparties en 3 équipes pour qu'on puisse accélérer les travaux. Parce que c'est des travaux qui sont réalisés sous couture avec les clients, donc il faut aller vite. Sous ces installations électriques, les premiers groupes ont déjà sécurisé les équipements impactés afin de minimiser les coupures sur le réseau. Des coupures qui sont causées non pas par des délestages, mais liées à la suspension des lignes de transport en raison des travaux. D'autres transformateurs comme celui-là ont été mis en service pour suppléer l'engin calciné. Cet après-midi, nous surprenons la dernière équipe à l'œuvre. Une dizaine de techniciens qui remettent en état les ouvrages endommagés. À partir de cette grue, ils préparent le remplacement du disjoncteur de couplage des barres haute tension. Déjà, il faut éliminer tout ce qui est endommagé. C'est ce que nous sommes en train de faire. Quelques instants et voilà une des étapes délicates, faire traquer le pôle du disjoncteur par la grue. Une opération réussie.
On travaille donc sur les barres sous tension. Donc cette première phase est terminée. Et donc il y aura d'autres travaux, mais qui ne sont pas aussi critiques et qui prendront fin d'ici samedi. Ce soir, le poste 225 kV de Vridi peut recevoir toute la production des fournisseurs d'électricité. Les techniciens assurent que le courant est rétabli dans la quasi-totalité des foyers qui en avaient été privés après l'explosion. Et voilà une très bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire veut consolider son autosuffisance en énergie. Le pays mise pour cela sur la diversification des sources d'énergie renouvelables. Il est donc prévu plusieurs centrales solaires, dont la première est en pleine construction à Boundiali, c'est dans la région de la Bagoué. Le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie y était en visite de travail. Charles Tatou. La Côte d'Ivoire va être le leader sous-régional incontournable en matière d'énergie électrique, veut cher au chef de l'État Alassane Ouattara. Pour preuve, malgré ses nombreux barrages hydroélectriques, le pays diversifie les équipements de production énergétique. Plusieurs centrales solaires à hauteur de 45% d'énergie renouvelable vont renforcer son parc de production énergétique. Gage de la consolidation de son autosuffisance en énergie et d'une réponse efficace à la forte demande de plusieurs pays voisins. La ville de Boundiali abrite la première centrale solaire du pays en pleine construction. Concernant Côte d'Ivoire Énergie, nous avons l'obligation de faire la planification. Donc on a des ingénieurs qui passent tout leur temps à étudier l'évolution de la demande et sur cette base-là, vont nous proposer les investissements à réaliser pour qu'à tout moment, on soit capable donc de faire face à cette demande qui est en train de croître, qui est en train d'évoluer et qui traduit le dynamisme économique de la Côte d'Ivoire. Quand ces projets sont identifiés, au niveau de Côte d'Ivoire Énergie, nous nous rapprochons de l'État pour qu'on arrive à mobiliser le financement nécessaire pour réaliser ces projets. Bâti sur une superficie de 78 hectares, dont 36 hectares pour la première phase, la centrale solaire a une puissance de 37,5 MWc et est équipée de 68 208 panneaux composant le champ photovoltaïque. Coût global du projet, 25 milliards 500 millions de francs CFA, dont 19 milliards de la coopération allemande à travers la KfW sous forme de prêt à la Côte d'Ivoire et 6 milliards 500 millions de francs CFA, dont de l'Union européenne. Les inscriptions pour le Hajj 2023 ont débuté depuis le 6 mars. Après les visites médicales, le commissariat du Hajj constate que la demande exprimée est au-dessus du nombre de places disponibles. Et bien, face à cette situation, un point presse a été fait ce jeudi afin d'éclairer les candidats. Clément Boko est pour le témoignage. Lancé le lundi 6 mars dernier, les inscriptions et les visites médicales pour les candidats au Hajj 2023 ont pris fin. En clair, le quota du contingent étatique est atteint. C'est ce qui ressort du point presse animé par le commissaire du Hajj, l'imam Bachir Ouattara. Le système informatique du Hajj a enregistré exactement 6301 identifiés en ligne et 4784 candidats en consultation médicale sur l'ensemble du territoire national. Le mardi 7 mars à 13h, le nombre de candidats en consultation médicale est monté à 5659 personnes. Tenant compte du quota de places du contingent étatique duquel il faut soustraire les candidats pèlerins du Hajj 2020, encore en attente d'effectuer leur voyage, il apparaît clairement que la demande exprimée est largement au-dessus des disponibilités du contingent public. À ce jour, il n'existe donc aucune disponibilité de place pour le contingent étatique. Je voudrais par conséquent annoncer la fin des inscriptions à l'édition 2023 du Hajj au titre du contingent étatique. Le commissariat du Hajj, constatant la forte mobilisation autour de ce voyage sacré, a tenu à présenter des excuses auprès des fidèles non retenus. Ces responsables les invitent par la même occasion à se tourner vers les opérateurs du privé. Le commissariat du Hajj entend prendre toutes les dispositions afin de satisfaire aux attentes des candidats l'année prochaine à l'occasion du Hajj 2024.
Et à l'étranger, le président bissau-guinéen, président de la CEDEAO, Umaru Sissoko Embalo, s'est entretenu hier en Tunisie avec son homologue Kais Saied. Et notez que cette rencontre intervient 2 semaines après le discours de Kais Saied dénonçant l'arrivée de hordes de migrants subsahariens clandestins en Tunisie. L'objectif est donc de revenir sur ces propos qualifiés de racistes et haineux par plusieurs ONG. L'opportunité d'une séance donc de clarification entre les 2 dirigeants et le chef d'État tunisien a démenti tout propos raciste. Son discours, d'après lui, avait pour seul but de faire appliquer la loi concernant les étrangers en situation irrégulière. Voilà, fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même bonheur sur la même chaîne et sur ce même plateau demain 20h. Très bonne soirée. Prenez soin de vous.